Vous regardez RTI 1, bonjour à tous et bienvenue dans l'actualité de ce 25 juillet. C'est désormais une coutume, une visite d'État en Afrique du Sud. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas ignoré la diaspora ivoirienne de la nation arc-en-ciel. Le ministre conseiller Ali Koulibaly les a rencontrés. Il a aussi recueilli leurs doléances. Il était en compagnie de plusieurs membres du gouvernement. En Côte d'Ivoire, la professionnalisation des métiers de la bijouterie et de la joaillerie est au cœur des débats depuis quelques temps. Face à un domaine qui offre peu de perspectives, les artisans plaident aujourd'hui pour son organisation et l'État de Côte d'Ivoire se dit prêt à les accompagner. La junte militaire au pouvoir en Birmanie a annoncé ce lundi avoir exécuté 4 militants pro-démocratie. Ces derniers étaient accusés d'avoir aidé à commettre des actes terroristes. Il s'agit des premières exécutions depuis des décennies dans le pays. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI. En fin de la visite d'État en Afrique du Sud du président de la République, Alassane Ouattara, qui n'a pas oublié ses concitoyens, c'est le ministre conseiller Ali Koulibaly qui les a rencontrés. S'il les a écoutés, il a surtout recueilli leurs doléances. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Communauté forte de 800 personnes enregistrées officiellement par l'ambassade, la diaspora ivoirienne en Afrique du Sud s'est mobilisée pour cette rencontre prévue au programme de la visite d'État du président de la République. Le ministre conseiller Ali Koulibaly représentait le président de la République pour la circonstance. Il était accompagné de plusieurs ministres. Dans son propos introductif, l'ambassadeur Sakaria Kone a adressé des remerciements à l'endroit du président de la République Alassane Ouattara pour l'intérêt qu'il accorde à la diaspora ivoirienne en Afrique du Sud. C'est la première fois que la communauté ivoirienne basée en Afrique du Sud est reçue par une si forte délégation. Comme vous pouvez le constater, c'est une grande partie des membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire que la communauté a le privilège et l'honneur de recevoir aujourd'hui. Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, je voudrais au nom de toute la communauté, au nom de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, vous dire merci. Et à travers vous, merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir bien voulu accepter que cette rencontre ait lieu. Parce que les Ivoiriens avaient vraiment soif de cette rencontre. Saluant cette belle mobilisation, le ministre conseiller leur a transmis les salutations du président de la République Alassane Ouattara et leur a donné des nouvelles du pays. C'est une tradition instaurée par le président de la République. Et chaque fois qu'il entreprend une visite dans un pays étranger, il se fait le devoir de rencontrer la communauté ivoirienne dans le pays en question. La Côte d'Ivoire, vous le savez, a retrouvé des couleurs depuis l'accession du président Alassane Ouattara au pouvoir. C'est un pays qui va, qui se porte bien grâce à l'action de développement qu'il mène depuis plus de 12 ans. On peut le dire, malgré une conjoncture difficile, notre pays est apprécié et admiré dans le monde. Et vous qui êtes en Afrique du Sud, qui vivez avec les Sud-Africains, vous avez un rôle primordial à jouer dans le cadre du renforcement des relations entre nos deux pays. Autant que nous sachions, vous vous comportez de façon admirable. Et cela est une bonne chose parce que vous avez le devoir de respecter les lois du pays dans lequel vous vivez. Et autant que nous le sachions, et selon l'ambassadeur, les choses se passent plutôt bien pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens vivant ici. Vous portez l'image de notre pays. Le président voudrait compter sur vous pour que cette image soit la plus positive possible.
Le président de la communauté des Ivoiriens en Afrique du Sud a exprimé la fierté de tous pour le rayonnement international de la Côte d'Ivoire et le prestige dont jouit le président Alassane Ouattara. Il a aussi présenté les doléances de la communauté. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, permettez-moi d'abord de vous adresser au nom de la communauté ivoirienne vivant en Afrique du Sud une chaleureuse et fraternelle bienvenue. Akwaba. Fotamana. Ase Ayoka Idanse Siankwa Mukela. Welcome, Mr. President. Monsieur le Président, permettez-moi aussi de vous remercier sincèrement pour l'audience que vous avez bien voulu accorder à la communauté ivoirienne vivant en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire est vraiment de retour dans le Conseil des Nations grâce à votre maestria. Nous nous en réjouissons fortement et vous en félicitons vivement, surtout avec l'ouverture de l'année Abidjan-Johannesburg. Récemment ouvert par la compagnie Air Côte d'Ivoire, notre fierté nationale. Really, Côte d'Ivoire is back. La communauté souhaiterait la nomination d'un de leurs à la tête du bureau économique, car elle regorge des cadres compétents et expérimentés et ayant une très bonne maîtrise de l'Afrique du Sud et du milieu des affaires. 2. La levée de visa entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire pour faciliter les échanges entre les deux pays, de sorte que les Ivoiriens se sentent chez eux en Afrique du Sud et que les Sud-Africains se sentent chez eux en Côte d'Ivoire. 3. Le système bancaire sud-africain étant complexe et se rendant ainsi les transferts d'argent difficiles vers notre pays, nous suggérons, comme le font déjà les Éthiopiens, qu'une facilité soit ouverte au sein de notre ambassade, afin que ceux qui souhaitent envoyer de l'argent au pays puissent le faire par le biais de l'ambassade. Le ministre conseiller ainsi que tous les ministres présents se sont employés à apporter des réponses à toutes les préoccupations exprimées. Le porte-parole demande la levée des visas. C'est une décision qui ne revient pas seulement à la partie ivoirienne. Donc il faut des négociations avec les Sud-Africains parce que c'est une décision qui doit être réciproque. C'est-à-dire s'il n'y a plus de visa entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, évidemment, il faudrait aussi qu'il n'y ait plus de visa pour les Sud-Africains pour venir en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un point que nous notons. Et dans les échanges avec nos collègues d'ici, nous allons en parler. À la fin de la rencontre, le ministre conseiller Ali Koulibaly a remis un cadeau de la part du président de la République à la communauté ivoirienne en Afrique du Sud. Toujours en Afrique du Sud, le président Alassane Ouattara a visité samedi matin la prison de Robben Island, située au large du Cap. C'est le site où l'ancien président Nelson Mandela a été fait prisonnier pendant 18 ans. Une visite pleine d'émotions pour le chef de l'État, nous rapporte Viviane Aïma. L'île de Robben Island est située dans l'océan, au large de la ville du Cap. C'est à bord d'un hélicoptère que le président de la République a fait le trajet de 6 km 900 pour atteindre la petite île. Mesurant à peine 3 km 300 de longueur et 1 km 900 de largeur, Robben Island est entré aujourd'hui dans l'histoire. Dans les années d'apartheid, cette île abritait la plus ancienne prison de haute sécurité de l'Afrique du Sud, où étaient incarcérés les opposants au régime de l'apartheid. Le plus ancien de ces prisonniers fut Nelson Mandela. Il a été détenu pendant 18 ans dans cette prison de haute sécurité, avant d'être transféré dans une autre prison. Pour avoir connu personnellement Nelson Mandela quand il était président de l'Afrique du Sud, débarrassé de l'apartheid, le président de la République Alassane Ouattara tenait à rendre hommage à sa mémoire. Une visite guidée de cette prison devenue aujourd'hui un musée a montré les conditions de détention. Le président de la République a visité la petite cellule occupée pendant 18 ans par le prisonnier Nelson Mandela. La petite cour de la prison où les prisonniers étaient autorisés à prendre l'air à certains moments de la journée.
la place qu'occupait Nelson Mandela au réfectoire aux heures des repas. Avec beaucoup d'émotion, le président de la République s'est exprimé à la fin de la visite. Nous venons de visiter Robben Island. Comme vous le savez, c'est ici que le président Mandela a été détenu de 64 à 82, c'est-à-dire 18 ans, sur les 27 années de détention qu'il a connues. Nous venons de visiter un bloc de la prison et c'était un moment très émouvant. Et je dois dire que j'ai eu le privilège de rencontrer le président Mandela à sa sortie de prison quand il est venu en Côte d'Ivoire en 92 et aussi bien évidemment dans mes fonctions antérieures. Et je dois dire que c'était un grand homme. Et en signant tout à l'heure le livre, nous présentons tous nos respects au peuple sud-africain qui est incarné par Madiba et dire toute l'émotion que nous éprouvons et lui réitérer toute notre affection, notre admiration et dire que c'était un homme qui s'est sacrifié pour l'humanité et pour la paix et la réconciliation dans son pays. C'est une très grande leçon et je suis particulièrement honoré avec tous mes collaborateurs qui m'ont accompagné pour cette visite mémorable. Je remercie le président Ramaphosa et bien sûr le gouvernement et le peuple sud-africain de nous avoir offert cette opportunité. Le président de la République a ensuite quitté Robben Island pour le Cap où il a pris son avion pour se rendre en France. Retour en Côte d'Ivoire où plusieurs acteurs du ministère des Ressources animales et halieutiques se sont retrouvés à Yamoussoukro. Ils participaient à un atelier sur la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires de leur département. Des travaux dirigés par le ministre Sidi Temoko Touré. Une correspondance de Kader Sogodogo. Informer et sensibiliser les acteurs des ressources animales et halieutiques sur les textes législatifs qui régissent leur secteur en vue d'en assurer une meilleure vulgarisation. C'est tout le sens de l'atelier ouvert par le ministre Sidi Temoko Touré à Yamoussoukro. Cet atelier de vulgarisation des textes du MIRA se veut un cadre d'échange visant une meilleure appropriation de ces textes législatifs et réglementaires par les acteurs clés du monde de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture et de la santé publique vétérinaire, avec les opérateurs économiques du domaine, les autorités administratives, les autorités judiciaires et les services déconcentrés de mon département. L'atelier qui réunit les acteurs impliqués dans le secteur, le corps préfectoral, des universitaires et des partenaires au développement doit pouvoir aider la Côte d'Ivoire à rendre son élevage et sa pêche performants. L'analyse du secteur de l'élevage a permis d'identifier 10 défis majeurs à intégrer si l'on veut lui impulser l'élan nécessaire pour atteindre les objectifs visés. Au regard de ces enjeux, le ministère des Ressources animales et halieutiques, avec le concours de tous les acteurs, a élaboré la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture de la période 2022-2026, qui d'ailleurs a été adoptée le 19 janvier 2022 par le gouvernement. L'atelier bénéficie de l'appui de l'Union africaine à travers le Bureau international des ressources animales. Le projet d'appui à la bonne gouvernance par le contrôle citoyen a été lancé le 15 juillet dernier. Il vise à terme le renforcement de capacités de 500 citoyens en la matière, des citoyens qui lutteront contre la corruption. Mis en place par la Fondation Friedrich Neumann, le projet s'inscrit dans la dynamique de célébration du 11 juillet, une journée de prévention et de répression de la corruption. Espérance Diakale, Jean-Marc Djadji. Quel rôle des citoyens dans la bonne gestion des affaires publiques? C'est le thème inaugural du lancement du projet d'appui à la bonne gouvernance par le contrôle citoyen. Il s'agit de renforcer les capacités de 500 citoyens, dont des étudiants, des leaders d'opinion et des représentants de la société civile à travers une sensibilisation digitale.
Ce projet vise à promouvoir la gouvernance participative et le développement inclusif. C'est une très belle initiative, ce projet que la Fondation Friedrich Naumann lance. À travers tout ce qui a été présenté, nous voyons qu'il y a une réelle volonté du gouvernement et nous, au niveau de la coalition ivoirienne des défenseurs des droits humains, nous nous tenons disponible pour accompagner le gouvernement dans le cadre de cette initiative qui est mise en place. La bonne gouvernance exige que le citoyen participe donc à la bonne gestion des affaires publiques. Or, jusque-là, nous n'avons pas d'instrument qui permet aux citoyens donc de participer à cette gestion efficace des politiques publiques et des finances publiques. Donc, le projet vient pour outiller les citoyens. C'est un projet d'essai de 6 mois. On va l'expérimenter pour que les politiques publiques soient beaucoup plus efficaces et dans l'intérêt des citoyens. Ce projet qui permet d'impliquer le citoyen dans la gestion de la chose publique s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Il faut établir un partenariat entre les gouvernements des pays africains et tous les segments de la société civile, à commencer par les femmes, les jeunes, les médias, le secteur privé, ce sont les entreprises, afin de combattre le fléau de la corruption. La Côte d'Ivoire a occupé en 2021 la 104e place mondiale sur 180 pays évalués en matière de lutte contre la corruption, selon l'indice de perception de la corruption IPC de Transparency International. Partenariat public-privé et sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire, c'est le thème d'un symposium qui s'est tenu lundi dernier dans la commune de Cocody. Il s'agissait pour les parties prenantes de créer les meilleures conditions pour une collaboration active entre chercheurs en sécurité alimentaire et les acteurs des industries agroalimentaires. Plus de détails avec ce reportage de Patricia Omouitia. L'objectif de cette rencontre est de faire des propositions pour servir de base à l'élaboration de projets de recherche multisectoriels afin de tenir compte des besoins exprimés par les deux parties. Le président des avicoles de Côte d'Ivoire s'est réjoui de cette rencontre. Selon lui, en tant qu'industriel, un besoin conséquent en matière première s'impose. En lien avec les chercheurs ivoiriens, nous avons décidé de réfléchir ensemble comment nous pouvons mettre en synergie nos besoins et leurs recherches. C'est le lieu de cette rencontre. Face aux enjeux auxquels le secteur est durablement confronté, les partenaires s'engagent à traiter conjointement des questions transversales aux filières et aux disciplines à forte sensibilité sociétale. C'est un travail commun parce que les universités ont compris depuis pas mal de temps qu'elles ne peuvent plus travailler en vase clos. Elles doivent travailler avec les industriels, les producteurs pour prendre en compte leurs préoccupations et travailler au niveau de la recherche pour essayer de résoudre les problèmes que ces producteurs rencontrent. Cette rencontre a pour ambition de mieux organiser les projets de recherche fondés sur des complémentarités en termes d'expertise et de compétences. On regarde maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 24 juillet. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré dimanche 32 nouveaux cas de Covid-19 sur 815 échantillons prélevés, soit 3,9% de cas positifs, 62 guéris et 1 décès. Et depuis hier, la Côte d'Ivoire compte donc 84 942 cas confirmés, dont 83 910 personnes guéries, 810 décès et 167 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 573 919. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. La Côte d'Ivoire va bientôt célébrer le 62e anniversaire de son indépendance et la ville de Dioukwé se prépare pour l'événement. Le préfet du département, Ibrahim Sissé, a rencontré à cet effet les élus et cadres de la localité. Ensemble, ils ont échangé sur les préparatifs de la célébration. On en parle avec Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. À la tête d'une délégation du corps préfectoral de la région du Guémon, Ibrahim Sissé, préfet du département de Dioukwé, a échangé avec les cadres et élus de la région résidant à Abidjan. Et il s'agit d'une concertation en prélude à la commémoration de la fête de l'indépendance. Et cette rencontre vise 3 objectifs. L'objectif, il est triple.
La première raison, vous savez, Diokoy a connu un passé récent assez difficile. Nous multiplions les actions de consolidation, de renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Donc il était important que nous initions cette activité pour renforcer ce qui est déjà fait. Et deuxièmement, je vous ai dit que cette organisation inédite constitue une préparation de la Journée nationale de la paix du 15 novembre. La réunion de concertation des élus et cadres en vue de l'organisation de la célébration de la fête nationale requiert l'adhésion des fils et filles de la région. C'est une initiative que j'allais dire inédite. Par la richesse donc de ces deux événements, étant donné que la fête d'indépendance sera célébrée sur au moins une semaine à Diokoy. Faire donc un nouveau Diokoy, et c'est là aussi mon rêve depuis mon retour d'exil. Le thème même qui a été choisi, il est révélateur. C'est un thème très important et donc la cohésion, nous en avons besoin à Diokoy. Elle est importante. Elle est importante. C'est une zone assez fragile, c'est une zone assez difficile certes, mais tout est possible. La commémoration de la fête de l'indépendance dans le département de Diokoy se fera autour de plusieurs activités, notamment le sport, les conférences, le concerto et la célébration officielle. Elle est prévue du 30 juillet au 7 août prochain. L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, veut faciliter la coopération transfrontalière entre notre pays et ses voisins. À Bondoukou, elle a supervisé récemment une rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'idée est de parvenir à une gestion coordonnée de nos frontières communes. Un commentaire de Franck Quadio. Les frontières ivoiriennes et burkinabées au centre d'une rencontre à Bondoukou. Les différentes parties réfléchissent sur la nécessité de renforcer la coopération transfrontalière, la sécurité et le renseignement territorial entre les régions du sud-ouest du Burkina Faso et du Boukani nord-est ivoirien. Chaque année, nous nous retrouvons au moins 2 fois avec nos collègues du Burkina pour échanger sur les préoccupations communes. Ces préoccupations concernent la sécurité, la santé, le foncier entre nos deux populations qui souvent ont des relations familiales très prononcées puisque de part et d'autre, c'est les mêmes communautés qui y vivent. Il faut que effectivement les autorités des deux circonscriptions puissent de temps en temps s'asseoir, voir qu'est-ce qui cloche, voilà, quelle solution on peut apporter pour permettre à la population de vaquer librement, de travailler en toute quiétude. 2 jours d'échange dans le cadre de l'exécution du projet renforçant la sécurité et la cohésion sociale aux frontières nord de la Côte d'Ivoire et la consolidation de la paix dans la zone transfrontalière du nord-est de la Côte d'Ivoire par le biais d'une gestion participative et planifiée des ressources naturelles initiée par l'Organisation internationale pour la migration OIM et pour les autorités départementales et provinciales ivoiriennes et burkinabées, l'ouverture de la frontière terrestre de la Côte d'Ivoire et l'accélération du processus de matérialisation de la frontière sont essentielles. Notons que de telles rencontres sont possibles grâce à l'agenda 2063 de l'Union africaine qui recommande les concertations permanentes entre pays partageant les mêmes frontières. Dans cette dynamique, la rencontre de Bondoukou a été possible et financée par le Japon et le Fonds du Secrétariat des Nations Unies pour la consolidation de la paix. On ouvre à présent une lucarne sur la bijouterie, une activité qui offre peu de perspectives aux jeunes qui aspirent pourtant à travailler dans le secteur. Un secteur qui reste toutefois un acteur majeur sur le marché du luxe, mais surtout de la mode et de la beauté. Et si le domaine est fragilisé par son manque d'organisation, les professionnels ivoiriens, quant à eux, appellent à son assainissement. Lancine Bakayoko. La bijouterie ivoirienne fait face à de grandes problématiques qui freinent ses capacités d'industrialisation et la maintiennent dans l'informel. Ces difficultés ont pour nom concurrence déloyale, installation anarchique, manque de formation et d'encadrement. En cause, l'environnement institutionnel défavorable à l'activité. Le secteur de la bijouterie a besoin de tests juridiques clairs et lois pour protéger le bijoutier dans l'exercice de sa fonction. Comme tout genre de tracasserie auxquels nos camarades sont confrontés nuit et jour, déguerpissement anarchique, prise d'arrêtés ministériels sans tenir compte de nos réalités. En plus, le secteur de la bijouterie ne bénéficie jusqu'ici d'aucun comptoir d'achat de matières premières, en l'occurrence l'or et les pierres précieuses. Pourtant, ces comptoirs pourraient constituer des gages dans la lutte contre l'exportation frauduleuse
la vente illicite et le blanchiment d'argent dans le secteur minier. L'administration des mines voudrait vous rassurer et entend prendre toutes les initiatives de nature à faciliter votre approvisionnement en pierres et métaux précieux exclusivement auprès des détenteurs des permis d'exploitation des métaux précieux et des prêts précieux autres que le diamant. Le gouvernement s'est dit déterminé à faire briller la bijouterie qui participe à la valorisation de notre sous-sol et de nos matières locales. Aujourd'hui, Monsieur le Président, la bijouterie joaillerie occupe une place importante dans l'économie ivoirienne. Au moment où le chômage frappe cette jeunesse, ce secteur peut être une alternative ou une insertion durable dans le tissu socio-économique africain en général et ivoirien en particulier. Il s'agit surtout de rechercher des subventions ou même de mettre en place un fonds de garantie afin d'aider les plus petits ateliers à devenir des grandes entreprises de bijouterie prêtes à engager les élèves et les stagiaires sortis des unités de formation. Culture à présent d'Ofuseni Traoré avec son film de fiction Ma vie, mon choix et Zeynab Soumaoro avec son documentaire sur les traces de mes ancêtres sont les deux lauréats du concours Clapivoire. Ils vont représenter la Côte d'Ivoire à la phase internationale du concours. Les deux réalisateurs ont été distingués vendredi dernier. C'était en présence de la ministre de la Culture et de la Francophonie. Le reportage à Dissa Chonayo. Les lauréats du concours de court-métrage dénommé Clapivoire, édition 2022, sont connus. D'Ofuseni Traoré, en fiction, avec son film Ma vie, mon choix, et Soumaoro Zeynab, avec son documentaire sur les traces de mes ancêtres, ont la lourde tâche de défendre les couleurs nationales au concours du cinéma des jeunes talents à la phase internationale au mois de septembre prochain à Abidjan. En leur absence, ces premiers prix d'une valeur de 500 000 francs CFA pour chacun des lauréats ont été remis à leurs représentants. Occasion pour la directrice de l'ONACSI, Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, de se réjouir de la qualité des productions. Les jeunes des écoles ont produit des films et nous sommes tous contents ce soir d'avoir vu le résultat de leur travail. Les deux films qui ont été retenus sont deux films qui sont vraiment représentatifs de la réalité du monde actuellement. Pour cette 22e édition de ce concours au niveau de la phase nationale, des innovations ont été apportées. Tous les films ont été vus là-bas, donc chacun a pu jauger de ce que son camarade sait faire. À la tête du département de la culture depuis quelques mois, Françoise Remarque met les bouchées doubles pour parvenir à l'industrialisation de chaque secteur. Le cinéma est une priorité pour elle. Chers jeunes cinéastes, plusieurs métiers du cinéma sont porteurs et je voudrais vous exhorter à la rigueur et à la recherche dans la réalisation de vos œuvres cinématographiques, car le marché du 7e art est dynamique et très exigeant, voire concurrentiel. Notre pays regorge de talents et ensemble nous devons continuer à nous réinventer afin de vous hisser aux normes du marché international. La phase internationale des Clapivoire est prévue du 5 au 9 septembre 2022 à Abidjan. Éducation à présent avec le baccalauréat 2022 qui connaît son épilogue ce lundi 25 juillet. 98 446 candidats ont été déclarés admis par la DECO sur un total de 319 847 candidats présents. Un taux de réussite en hausse de 1,54% par rapport à celui de 2021. On en parle avec Sephora Zegui. Ce lundi 25 juillet, les résultats du baccalauréat 2022 sont connus. Un moment qui vient clôturer des années de scolarité, 69,22% de taux d'échec. Et Mariam Nimagadoso, c'est elle, la directrice des examens et concours, qui vient annoncer les résultats des 319 847 candidats qui ont pris effectivement part à la session 2022. À l'examen du baccalauréat cette session, 319 847 candidats étaient effectivement présents. 98 446 ont été déclarés admis,
soit un taux de réussite de 30,78% contre 29,24% en 2021. Un taux national de réussite en hausse de 1,54 points par rapport à la session précédente. Cette année, les filles ont obtenu de meilleurs scores que les garçons. Sur 147 758 candidates présentes, 45 857 filles admises, soit 31,04% de taux de réussite. Ces admises constituent une proportion de 46,58 points des lauréats au plan national. Ces admises constituent une proportion de 46,58% des lauréats au plan national. Au niveau des garçons, sur 172 089 présents, 52 589 sont admis, soit 30,56%. Leur proportion dans le nombre des admis au plan national est de 53,42%. En termes de genre, on observe donc que les filles ont mieux réussi que les garçons, mais au plan global, la proportion de garçons parmi les admis est supérieure à celle des filles. La série C vient en tête avec 75,34%, suivie de la série A1, 52,06%, puis A2, 35,42% et la série D, 23,64% de taux de réussite. Les résultats sont également mis en ligne sur le site www.men-deco.org. Le délai pour introduire d'éventuelles réclamations dans les centres de composition est de 72 heures à compter du mercredi 26 juillet dès 7h30. Et la proclamation des résultats aura lieu dans une demi-heure à peu près dans tous les centres de composition sur l'ensemble du territoire national. Dans l'actualité hors de chez nous, la junte militaire au pouvoir en Birmanie a annoncé ce lundi avoir exécuté 4 militants pro-démocratie. Ils étaient accusés d'avoir aidé à commettre des actes terroristes. Il s'agit des premières exécutions depuis des décennies dans le pays, ce qui a suscité une large condamnation. Et selon l'association d'assistance aux prisonniers politiques, les dernières exécutions dans le pays remontaient à la fin des années 1980. Cette édition est terminée. Elle vous a été traduite dans le langage des signes par le professeur Hachimark. Je vous remercie de l'avoir suivi. Restez sur RTI1.